Scrum 2, les rôles. Alors, au cas où vous ne sauriez pas, la plupart de ce matériel-là est extirpé d'un livre qui s'appelle Essential Scrum. Donc, si jamais ça vous tente de le feuilleter, vous pourrez aller voir ici. Donc, en fait, c'est pas le livre, c'est Amazon. Donc, il faut le commander. Donc, on avait déjà dit que les trois principaux rôles, c'était le responsable du produit, le Scrum Master et l'équipe de développeurs. Donc, désolé ici que nous avons tous des hommes blancs jeunes. Donc, on va essayer de changer ça dans la suite du truc. Donc, les trois rôles. On a le responsable du produit, qui est responsable des exigences du produit, le Scrum Master qui est responsable du bon déroulement des activités en accord avec la philosophie Scrum, et le développeur de 3 à 9 personnes, idéalement de 5 à 7, qui est responsable du développement du produit selon les exigences du responsable du produit. Dans les rôles, il y a un peu des fois un chevauchement qu'il peut y avoir entre chacun. Alors, le plan, on a le responsable du produit, le Scrum Master, l'équipe de développement, le multi-équipe et la matrice de compétences. On va terminer le tout par quelques petites questions. Donc, le responsable du produit ou la responsable du produit. Donc, le responsable du produit incarne la volonté du client et des dirigeants de l'entreprise de créer un produit, un logiciel généralement, utile, fonctionnel, fiable, à un coût compétitif pour l'organisation, et ce, dans des délais raisonnables. Donc, comme on voit ici, là, il est responsable pour plusieurs choses, mais je pense que tout ce qui est ici, j'en parle l'autre côté. Donc, ses responsabilités, c'est gérer l'aspect économique du développement du produit, participer à la planification du produit, gérer le carnet du produit, définir les critères d'acceptation des récits utilisateurs et vérifier qu'ils sont satisfaits, collaborer avec l'équipe de développement et les parties prenantes et les clients. Donc, d'une certaine façon, le responsable du produit a un rôle central. Disons, il fait le pont entre l'équipe elle-même, avec le Scrum Master, les développeurs, et les clients, le personnel, les gestionnaires, et le personnel de la vente et du marketing. Donc, c'est quelqu'un quand même un peu central. Donc, idéalement, le responsable du produit doit avoir plusieurs domaines de compétences, dont une vision et du leadership, qui comprend l'expérience utilisateur et le backlog, qui sait comment gérer un produit, comment gérer des releases et d'autres choses. Donc, le PO, pour Product Owner, devrait posséder un certain rang dans la hiérarchie de l'entreprise pour que ses décisions soient prises au sérieux par les autres membres de l'équipe. C'est sûr que je suis déjà arrivé des fois dans des endroits pour visiter des stages où il y a le responsable du produit, il mettait à peu près n'importe qui là-dessus. Donc, non, le responsable du produit, ça doit être quelqu'un qui est assez haut dans la hiérarchie. Donc, typiquement, le responsable du produit aussi, c'est pas un tech. C'est pas quelqu'un qui a fait qui a étudié l'informatique comme vous, c'est quelqu'un qui a étudié l'administration. Donc, c'est souvent un admin. Donc, malgré son rang, le PO doit pouvoir consacrer tout son temps au projet. En particulier, il ne devrait pas avoir trop d'obligations managériales additionnelles qui risqueraient de lui amputer tout son temps. Donc, s'il est tout le temps en réunion à gauche, à droite, où il faut qu'il supervise 3-4 projets, non, ça ne marchera pas bien. Okay? Donc, dans les projets d'envergure, le PO peut être subordonné à un autre PO. Donc, seuls les PO en bas de la hiérarchie vont interagir avec une équipe de développement. Par exemple, on pourrait, si on veut développer une suite Office chez Microsoft, alors on aurait un PO de la suite d'Office, on aurait un PO pour Word et un PO pour Excel et un PO pour Access et un PO pour etc. Et dans le Word, on aurait un PO pour gérer les tables, un autre pour gérer l'impression, les différentes fonctionnalités
du logiciel, et il y aurait des équipes pour chacune de ces fonctionnalités-là. Donc le PO, qu'est-ce qu'il fait? On en a déjà parlé. Il gère le carnet du produit en général. Il gère aussi ce qui va être au menu pour chaque itération, mais il gère pas les tâches de l'équipe de développeurs. Donc les tâches, c'est les développeurs eux-mêmes qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire en termes de tâches. Donc le PO, lui, je veux dire, se connecter à une base de données, blablabla, blablabla. Lui, là, ça sera pas sa tasse de thé principale. OK? Savoir exactement ce qu'il faut faire en termes de tâches informatiques. Il comprendra pas nécessairement tout ce que vous allez faire. Il participe aux activités, la planification, les mêlées quotidiennes si possible, la revue, la rétrospective. Il clarifie les exigences logicielles auprès de l'équipe lorsqu'il y a des questions. Donc vous, si vous avez des questions, en tant qu'équipe de développeurs Scrum, vous allez voir le PO, je comprends pas telle affaire, c'est pas clair, lui, il devrait clarifier la chose. S'il peut pas clarifier la chose, il va aller voir le client pour savoir comment il peut clarifier la chose. Ensuite de ça, le Scrum Master, donc, il permet à l'équipe de bien fonctionner en elle-même et au sein de l'entreprise, que chacun s'en tienne à son rôle et que les outils et activités suivent la philosophie Scrum. Donc, il possède le processus lui-même de développement. Il protège l'équipe. C'est pas un boss, c'est un facilitateur. Donc, c'est sûr que toutes ces philosophies-là, que c'est pas un boss, puis etc., etc. Tu sais, des fois dans la vie, il y a des affaires floues, mais quand même, mais effectivement, le boss, ce serait plus le product owner. Donc, lui est pas un boss, mais en même temps, il est aussi un boss d'une certaine façon pour ce qui est de la façon dont ça doit se dérouler. Okay? C'est un peu comme une chambre des communes. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais mettons que vous êtes dans une chambre de communes ou au Parlement, vous avez le boss, c'est qui le boss du pays? C'est le premier ministre. Mais dans une chambre des communes, vous avez un président de la chambre qui, lui, décide comment les échanges se font dans la chambre des communes. Donc, les échanges doivent respecter ce que le président de l'Assemblée dit. Même le premier ministre ne peut pas arriver puis il enfreint des règles. Il y a des règles dans le fonctionnement de la Chambre des communes, puis il faut que ça fonctionne comme ça. Donc, c'est la même chose. Le Scrum Master, c'est lui qui dit comment le processus doit se dérouler, puis c'est lui qui gère comment ça se fonctionne, même si c'est pas lui le boss d'une certaine façon. Donc, comme on le voit ici, le Scrum Master, c'est pas un technical lead. Donc, c'est pas un team lead non plus. C'est pas un leader d'équipe. C'est pas un leader technique. C'est pas un gestionnaire. C'est pas un gestionnaire de projet. C'est un maître du Scrum, un esprit agile. Il y a un leadership de bien servir. Et il est techno-fonctionnel. Donc, sa responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve dans un lieu de travail splendide ou merveilleux avec des responsables du produit qui sont heureux. Donc, ça enlève ce qui bloque, ça favorise l'expérience, l'acquisition d'expérience par l'équipe, ça fait en sorte que l'information circule bien, ça convie. On veut que l'équipe reste en santé à travers tout ça, donc on ne veut pas épuiser inutilement l'équipe. Ça favorise le flow et ça permet le changement. Cependant, on s'entend généralement pour dire que le Scrum Master, c'est peut-être pas la personne la plus occupée dans la gang. Okay? Ça fait qu'en réalité, le Scrum Master pourrait gérer plusieurs équipes en même temps. Il pourrait être le Scrum, quand on dit gérer des équipes, c'est-à-dire qu'il peut veiller à ce que plusieurs équipes fonctionnent correctement en même temps. Okay? Donc, c'est à peu près le seul qui peut faire ça. Un développeur ne peut pas être sur plusieurs équipes en même temps. Un product owner ne devrait pas, sauf si c'est un product owner qui gère d'autres product owners. Mais le responsable du produit devrait être dans une seule équipe, les développeurs aussi, mais le Scrum Master peut être dans plusieurs équipes en même temps. Certains, on pourrait être tenté, en regardant tout ça, de dire, pourquoi que le Scrum Master puis le Product Owner, ce serait pas la même personne? Donc, c'est un vrai boss, puis il contrôle tout.
Ben, c'est pour la même raison que dans une chambre des communes, c'est pas le premier ministre qui est le président de l'Assemblée. Hein? Donc, des fois, on regarde sur, en tout cas, je sais pas si vous regardez Infoman, puis on voit, c'est pas parce que c'est banal, c'est pas parce que c'est municipal que c'est banal. Puis là, on voit comment ça se passe dans les conseils municipaux, où est-ce que le président de la réunion, souvent, c'est le maire. Fait qu'on voit que ça se passe pas très bien. Donc, si dans ces conseils-là, il y avait plutôt un président de l'Assemblée qui était pas le maire, ben, peut-être que ça se passerait mieux. Enfin, peu importe. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je dis n'importe quoi des fois. Hein? Donc, c'est pas une bonne idée de faire porter les deux chapeaux par une même personne parce que la personne pourrait avoir trop de puissance. Donc, le Scrum Master, lui, il protège le fonctionnement du processus et le Product Owner protège la qualité du produit. Donc, c'est important que chacun s'occupe de sa propre affaire. Okay? Donc, si à un moment donné, le Product Owner pourrait dire, ah, pour faire passer la qualité du produit avant, je vais, disons, porter atteinte au fonctionnement du processus ou au fonctionnement de l'équipe. Donc, par exemple, il va pressuriser l'équipe de développeurs. Donc, ce qu'on veut empêcher dans une équipe Scrum, dans le Scrum, c'est empêcher qu'il y ait une pressurisation indue de l'équipe de développeurs, entre autres. Donc, normalement, on peut pas faire ça. Si le Scrum Master est là, il va dire, non, 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 là, toi, là, voici, tu gères ton affaire, c'est comme ça que ça marche, Scrum, c'est comme ça que ça fonctionne. La prochaine itération, on va faire telle chose, et telle chose, telle chose, telle chose. Pas question de faire travailler tes gens 70 heures par semaine. Bon, est-ce que ça veut dire que ça se passe pas des endroits qui font Scrum et qui travaillent 70 heures par semaine? Sincèrement, je ne bêterais pas sur le fait que ça se passe pas dans certains endroits. Donc, d'une certaine façon, comme on le voit ici, le Scrum Master sert de contre-pouvoir au Product Owner dans certaines circonstances. Donc, généralement, si vous voulez devenir un Scrum Master en bonne et due forme, ça va vous prendre une certification. Essentiellement, il y a deux certifications possibles. Il y a la CSM, quand vous voulez devenir un Certified Scrum Master, et il y a la PSM pour devenir un Professional Scrum Master. Donc, ça, c'est de la Scrum Alliance. L'autre, c'est de Scrum.org. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, le PSM est légèrement mieux conçu que le CSM. Si jamais l'emploi vous tente. L'équipe de développement maintenant. Donc, l'équipe de développement, bien sûr, est au centre du développement comme tel du produit, comme on l'a vu par itération, avec tout ce qu'il y a à faire. Donc, il participe à la planification du sprint, à l'élaboration des tâches, aux mêlées quotidiennes et au développement, à la production d'un livrable, à la révision du produit à la fin et à la rétrospective. Donc, les caractéristiques, ça, c'est des trucs que j'ai pris directement dans le livre en question. Donc, plutôt que de les recopier, je les ai mis directement. C'est encore en anglais. Donc, les caractéristiques, ben, ils s'auto-organisent. Ils sont, disons, multifonctionnels. Ils ont des habiletés en forme dans T-shape. Donc, on va voir quoi que ça veut dire. Ils ont l'attitude du mousquetaire. Ils ont une bonne communication. Ils ont une communication transparente. Elle est de bonne taille. Ils sont focusés. Et ils travaillent à un rythme qu'on peut soutenable. Et l'équipe, on essaie de faire en sorte que ce soit une équipe au long cours, idéalement. Donc, une équipe auto-organisée, un peu comme des oiseaux qui se déplacent dans le ciel, donc qui restent cohérents entre eux. Donc, l'équipe traditionnelle, on a un boss, puis on a des subalternes. L'équipe agile, présumément, c'est une équipe auto-organisée avec un espèce de chef d'équipe qui est là, mais qui est pas vraiment le chef. OK, donc ça, c'est la nouvelle mode. Donc, c'est vrai, des fois, c'est vraiment comme ça. Mais des fois, quand même, le boss, des fois, c'est quand il fait son point sur la table, comme faire attention. OK? Donc, c'est comme n'importe quoi dans la vie, il y a tout le temps un peu des hiérarchies, disons, informelles. On s'attend à ce que les équipes dans Scrum soient des équipes multifonctionnelles. Donc, ici, en anglais, on va dire cross-functional. Donc, des équipes fonctionnelles, c'est, vous avez par exemple une équipe d'analystes, une équipe de développeurs, une équipe de testeurs. Une équipe
multifonctionnel. Dans la même équipe, vous avez des analystes, des développeurs et des testeurs. Par exemple. Donc, les bénéfices de la diversité. Donc, ça donne des perspectives différentes, ça donne des résultats meilleurs et ça donne, ça permet de pouvoir aller dans plusieurs directions avec les membres de l'équipe. Donc, on s'attend que chaque développeur ait des compétences, disons, à la fois spécialisées et généralistes. Donc, les gens doivent avoir des T-shaped skills. Donc, pour ça qu'on dit ça, T-shaped skills. Donc, on a beaucoup de compétences on a beaucoup de petites compétences dans plusieurs domaines et on a une compétence approfondie dans un domaine précis. Donc, on va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on veut dire par là aussi. Ça a un rapport aussi avec ce qu'on appelle la maîtrise des compétences. Donc, essentiellement, nous, ici, au Cégep, qu'est-ce qu'on fait? On forme la barre du T en haut. Est-ce qu'on forme le deep qui est ici? Non. Le deep qui est là, vous allez le développer en entreprise quand vous allez rentrer pour faire du développement avec tel ou tel logiciel. C'est là que vous allez développer ce deep-là, la barre, le corps du T. Mais la barre d'en haut, nous autres, au Cégep, c'est ça qu'on fait. On vous donne un aperçu de plein de petits domaines, mais le deep, vous allez le développer quand vous allez commencer à travailler. L'attitude du mousquetaire, ou si on veut, la solidarité, donc un pour tous et tous pour un. Donc, si par exemple vous êtes dans un bateau qui est en train de couler, donc vous avez ici quelqu'un qui dit bon, je suis content que la fuite soit pas de notre côté du bateau, ben ça c'est pas tellement l'attitude du mousquetaire. Donc quand ça va pas bien, tout le monde essaie d'aider. Une équipe devrait être de la bonne taille, donc on parle d'une taille de 5 à 7 idéal, 3 à 9 ok. 2 ou moins, il n'y a pas assez de talent, on est trop dépendant des aléas, si quelqu'un tombe malade, etc. 10 ou plus, il y a trop de canaux de communication, ce qui donne la possibilité de trop de conflits et d'incompréhension. Il y a trop aussi de facilité à se dégager de ses responsabilités. Donc la notion de canaux de communication, donc plus il y a de personnes dans une équipe, plus il y a de possibilités de mésentente. Donc dans une équipe de 5 personnes, comme ça ici, vous avez 5 fois 4 divisé par 2, ça donne 10 liens possibles, 10 canaux de communication entre les différentes personnes. Dans une équipe de 7, ça donne 7 fois 6, 42, divisé par 2, ça donne 21 canaux de communication. Puis dans une équipe de 9, vous avez 9 fois 8, 72, divisé par 2, 36, vous avez 36 possibilités. Donc comprenez qu'à fur et à mesure que on passe de 10 à 21 à 36 pour 9, vous comprenez qu'avec une équipe, plus il y a de monde, plus il y a de possibilités qu'il y ait des frictions. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on considère que 9, ça devrait être le maximum dans une équipe. On s'entend aussi pour dire qu'on devrait faire une tâche à la fois maximum. Donc, plus, ça c'est le nombre de tâches ou de projets concurrents qu'on est en train de mener. Ça c'est le pourcentage du temps qu'on est en train de faire du travail à valeur ajoutée. Donc, si on travaille sur une seule tâche, 70% on est en train de faire du travail à valeur ajoutée. Si on est sur 2 projets en même temps, 80% du temps, on est sur de la valeur ajoutée. Mais dès qu'on tombe à 3 projets, on tombe à 60%, après ça 45%, après ça 30%. Donc on voit que quand les projets s'accumulent, on devient de moins en moins efficace. On pourrait être tenté de penser que 2 c'est l'idéal, mais on s'entend pour dire que 1 est l'idéal, parce que quand on est à 1, il y a tout le temps des fois des petites affaires qui se passent à gauche, à droite, qui font comme tenir lieu d'un deuxième projet. Donc c'est pour ça qu'un seul projet, c'est l'idéal, pour que les développeurs restent focalisés. Aussi, idéalement, la cadence de développement est soutenue. Donc ici, on a une équipe Scrum avec une cadence soutenue à chaque itération, alors que si jamais vous adoptez un modèle traditionnel, plus on avance dans le projet, plus la cadence devient forte. Et on s'essouffle et finalement on fait des erreurs, on coupe les coins ronds, etc. Ce n'est pas l'idéal. Donc le multi-équipe.
Donc, quand une seule équipe de développeurs ne suffit pas, il faut en créer plusieurs. Mais comment séparer les personnes entre ces différentes équipes? Par composants ou par fonctionnalité? Donc, pourquoi je dis composant? C'est un peu bizarre, ça, composant. Component. Enfin, ouais, composant ou fonctionnalité. Et comment ensuite coordonner ces équipes entre elles? Donc, est-ce qu'on peut faire un Scrum of Scrum, un Release Train, du Safe? C'est plusieurs réponses possibles. Le Safe, j'ai pas touché parce que finalement, j'avais pas le temps. Donc, ça sera pour l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on doit avoir les équipes divisées par composants? Par exemple, on travaille sur une équipe qui travaille sur tel composant, une équipe qui travaille sur tel composant, une équipe qui travaille sur tel composant, ou plutôt une équipe qui travaille par feature, donc qui s'occupe de tel truc plutôt que tel truc plutôt que tel truc. Donc l'idéal, on considère que c'est par feature que c'est mieux parce que ça évite d'avoir des échanges entre les équipes comme ça. Donc on veut que l'équipe soit autosuffisante en elle-même et que, au pire, elle va jouer dans plusieurs composantes à la fois. Donc le Scrum of Scrum, on a déjà parlé avant, donc on a en haut des Product Owners avec d'autres Product Owners, avec ici des équipes en bas. Donc quand on fait un meeting de Scrum of Scrum avec les Product Owners, donc ici on a un meeting de Product Owners, donc quelle information vous pensez que d'autres équipes auraient besoin? Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous empêchait hier de faire ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce qui vous, disons, préoccupe le plus pour aujourd'hui? Avec des questions bonus, par exemple. Qu'est-ce qui était la chose la plus intéressante que vous avez apprise hier? Finalement, ici, on a des Scrum of Scrum et plusieurs Scrum of Scrum ensemble peuvent travailler dans l'avancement d'un produit. On appelle ça un genre de release train, donc c'est une façon de coordonner les trucs. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de coordonner plusieurs équipes ensemble. Ce qui nous amène à la matrice de compétences qui n'était pas dans le livre de Rubin. Donc, ma source est ici. Donc, la matrice de compétences met en relation les compétences nécessaires à la réalisation du projet avec les compétences respectives des membres de l'équipe de développement. Il existe plusieurs formes de telle matrice, mais toutes reviennent à peu près à la même chose. Cette matrice permet d'identifier qui fera quoi dans l'équipe et aussi ses membres du personnel qualifiés. Donc, les étapes 1 et 2, c'est de lister les compétences nécessaires sur le projet, colonne de gauche, par exemple PHP, MySQL, React.js, Elastic, RabbitMQ. Et ici, de préciser la quantité d'experts en vert et de novices en jaune nécessaires pour mener à bien le projet. Donc ici, par exemple, pour PHP, on a besoin de deux experts et un novice, deux experts et un novice, un expert, un expert, un expert. Après ça, ici, on a les différents membres de l'équipe. Dans l'étape 3, avec les experts, on rajoute des novices pour assurer la relève ou l'apprentissage au sein de l'équipe. Finalement, pour chacune des compétences, les développeurs vont dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, est-ce qu'ils connaissent un peu, beaucoup ou pas du tout les trucs. Donc, par exemple, John connaît bien PHP, connaît bien MySQL, connaît pas React.js, connaît bien Elastic et connaît pas RabbitMQ. Robert connaît PHP, connaît pas MySQL, connaît un peu MySQL, connaît pas React.js, connaît un peu Elastic.js, connaît pas RabbitMQ, etc., etc., etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de voir où on a ce qu'il faut et où on n'a pas ce qu'il faut pour compléter le projet. Par exemple, ici, on a 3 experts, 2 novices, donc on a amplement ce qu'il faut pour compléter, pour faire ce qu'il faut dans l'équipe. MySQL, même chose, on a 2 experts, ça prend 2 experts, 2 novices, on a juste besoin d'un novice, on a ce qu'il faut. Mais React.js, on a un expert, mais on n'a pas de novice, donc ici, on n'a pas ce qu'il faut. Et RabbitMQ, on n'a aucun
si je me tasse ici, on n'a personne qui connaît ça. Donc là, ça prendrait vraiment, il va falloir en fait probablement aller chercher à l'externe quelqu'un qui connaît la chose. Donc tout ça fait en sorte qu'on peut se retrouver avec une équipe surcompétente, une équipe juste assez compétente, une équipe sous-compétente ou une équipe insuffisamment compétente. Donc une équipe surcompétente, c'est que certains membres vont être probablement sous-exploités, puis ils pourraient perdre leur temps ou leurs compétences parce qu'on ne va pas les utiliser. Une équipe juste assez compétente, on a exactement ce qu'il faut par rapport à ce qu'on veut. Une équipe sous-compétente, même si l'équipe possède un expert, elle ferait bien de former d'autres membres pour la suite des choses. Donc, il y a un danger pour l'équipe si l'expert devient indisponible pour une période prolongée. Et une équipe insuffisamment compétente, donc il n'y a aucun expert. Il va falloir trouver quelqu'un à l'extérieur. Les questions. Donc, pour chacune des tâches ici, dites qui est principalement responsable de cette activité-là. En dernière instance, est-ce que c'est le Product Owner, le Scrum Master ou les développeurs? Donc, vous répondez par PO, SM ou Dev. Donc, il y a 10 questions, 10 points. Ensuite de ça, vous devez compléter chacune des phrases ici, ou répondre par vrai ou faux. Donc, vous répondez. Ici, on fait une association, donc vous avez 8 réponses possibles et vous avez 8 énoncés. Donc, vous associez la bonne réponse au bon énoncé. Chaque énoncé, chaque truc revient une seule fois. Finalement, vous avez une question sur les compétences ici, donc vous devez répondre quelle est la compétence de l'équipe ici pour 3 technologies. Est-ce qu'on est surcompétent, juste assez compétent ou insuffisamment compétent pour 5 points. Donc, au total, ça donne 30 points. Vous déposez ça sur les A, avec votre auto-évaluation et le temps que ça vous a pris.